La France accueille les prochains championnats du monde de handball féminin. Saisissons l'occasion de montrer à toutes et à tous que le handball se conjugue aussi bien au féminin qu'au masculin. Adapter le parcours d'un entraîneur, d'une arbitre ou d'une joueuse à sa vie, c'est le défi. Occuper l'espace en largeur, occuper l'espace dans la profondeur. Avec leurs gestes pleins de charme, dites-moi où sont les femmes, où sont les femmes. Nous représentons 50% de la population, 37% des licenciés. Nous voulons prendre une part active au développement de notre sport. Alors pourquoi se priver d'une telle richesse ? Le colloque national, qui aura lieu pendant le mondial, doit aboutir à une charte d'action concrète. Elle nous permettra ainsi d'interpeller les instances fédérales. C'est à vous de jouer. Française de handball. Et n'hésitez surtout pas, tant que la salle n'est pas remplie, à vous approcher. La salle n'est pas bien grande, il y a des sièges qui sont encore vides devant, donc approchez-vous sans problème. Et oui, c'est à vous de jouer. Où sont les femmes? Elles sont a priori dans la salle, bien encadrées par les hommes qui sont aujourd'hui très nombreux dans le cadre des championnats du monde de handball qui malheureusement ne se passent pas tout à fait comme prévu pour nos féminines, ce qui ne vous empêche pas de vous réunir ici à l'appel de votre fédération pour vous interroger sur l'encadrement au féminin pour ce handball qui réussit quand même plutôt bien, je crois qu'on peut le dire, et ce depuis de nombreuses années. Alors merci tout d'abord aux personnes effectivement qui ont organisé ce colloque, dont vous faites tous partie, puisque chacun a participé à des titres très actifs depuis maintenant plus d'1 an et demi, depuis cet appel qui a été fait à l'occasion des Assises nationales du handball, c'était en juin 2006 du côté de Seignos, et qui a permis à toutes les ligues de s'interroger effectivement sur cet encadrement du handball au féminin, qui a permis de faire des propositions, des séminaires sur un plan régional et qui amène aujourd'hui à la conclusion de ces travaux et à ce colloque avec les invités qui sont derrière moi et que je vous présenterai dans quelques instants. Merci à Brigitte Blois qui est l'instigateur, enfin l'une des pièces maîtresses de ce colloque aujourd'hui, CTF de Poitou-Charentes, Sandrine Boulstedt également pour la Ligue Midi-Pyrénées, conseillère technique également, Anne-Laure Bélier, assistante des animations périphériques qui ont été organisées pendant ce fabuleux mondial, et ces animations périphériques ont démarré il y a très longtemps, bien évidemment, pas le mois dernier. Et puis toutes les autres personnes, Odile Marseille, qui je vais appeler bientôt à mes côtés pour ouvrir ce colloque et vous présenter la problématique qui a été proposée aux ligues et qui amène à ce qui conduira à la fin de ce colloque dans quelques heures à remettre officiellement une charte au président de la Fédération française de handball. Et je conclurai par Sandrine Crestin et par François Rongeau, bien sûr, qui sont, voilà, la cheville ouvrière, on va dire, avec vous derrière, bien évidemment, de ce colloque. Et je vais appeler tout de suite à mes côtés Odile Marseille, membre du conseil d'administration de la Fédération française de handball, et également arbitre international depuis de nombreuses années, qui va vous présenter la problématique de ce colloque. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie au nom de la Fédération française de handball de votre présence à ce premier colloque national sur l'encadrement du handball au féminin. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé au sein des comités, au sein des ligues sur cette thématique, qui sont venus aujourd'hui nous proposer des actions concrètes favorisant l'accès des femmes aux postes de dirigeantes, de techniciennes et d'arbitres.
Le 19 novembre, au Comité national olympique français, j'ai bien écouté Roselyne Bachelot féliciter le handball pour son nombre de pratiquantes et pour son équipe de France féminine performante. J'ai aussi également entendu que nous n'étions pas meilleurs que les autres fédérations dans la féminisation de nos instances et que nous n'étions pas particulièrement des précurseurs. C'est peut-être ça que nous avons envie de faire changer, de faire évoluer. Parce que le potentiel des futures dirigeantes, entraîneurs et arbitres, il existe. Et dans l'organisation de ce championnat du monde, on a vu bon nombre de femmes se mobiliser autour d'un projet et le construire petit à petit. Je suis certaine que la réalisation et la réussite de ce bel événement sportif vont leur permettre de s'approprier une bonne partie de la reconnaissance face à ce succès. Elles pourront dire « j'y étais, j'ai participé, j'ai assumé toute ma responsabilité » et je suis certaine qu'il ne faut pas s'arrêter là pour elles, pour eux, pour nous tous. Il faut donner à toutes les moyens de continuer. Les joueuses de l'équipe de France sont des femmes de défi indéniablement, mais aussi toutes les femmes qui s'impliquent, que l'on rencontre partout, sur tous les terrains, dans tous les gymnases et toutes les organisations, quel que soit leur niveau d'implication, ce sont toutes des femmes de défi. Et à Pau, Nîmes, Saint-Brieuc, Beauvais, Nantes, partout en France, on a rencontré ces femmes qui conjuguent depuis déjà longtemps famille, profession et handball. Elles se battent tous les jours, relèvent le défi de tout concilier et les aider dans cette démarche, c'est, je pense, l'objet des colloques départementaux, régionaux qui ont eu lieu avant, pendant et je le souhaite après. Après ces phases de réflexion et d'analyse qui ont été faites par le groupe de pilotage fédéral, puis aux assises à Seignos, il convient, je pense, et nous le pensons, de passer à une étape de proposition afin d'établir une charte d'action spécifique qui sera destinée à favoriser la prise de fonctions dans la responsabilité des femmes, à les valoriser, à renforcer leur rôle ainsi que leur implication dans le handball. Le groupe de pilotage de ce colloque a souhaité dès le départ cibler la relation des femmes dans notre vie associative comme un rapport gagnant-gagnante. Elle représente pour notre monde sportif des ressources indispensables par la diversité de leurs compétences. Et je pense qu'elle serait coupable de ne pas leur donner les moyens de bonifier la complémentarité homme-femme comme le font de plus en plus de milieux professionnels. Alors pour que l'avenir du handball se conjugue au féminin comme au masculin, que l'investissement grandissant des femmes en son sein soit vécu comme une richesse et non pas comme une concurrence, nous souhaitons que dès 2008, que la charte fédérale en faveur de l'encadrement du hand au féminin soit portée par toutes et tous. Et pourquoi ne pas imaginer dans quelques années entendre et lire dans la presse sportive la DTN féminine mettre en exergue le côté glamour équipe de France masculine. Merci à toutes et à tous. Merci. J'en profiterai peut-être pour mettre à l'honneur en premier lieu, et comme c'est un colloque qui est éminemment féminin sur la thématique, eh bien on leur fera honneur, une fois n'est pas coutume, à deux hommes que vous voyez quelque part exposés derrière nos invités, qui ont fait partie de ces programmes d'animation, qui ont participé aux programmes d'animation qui ont encadré le mondial de hand, notamment en faisant participer des enfants pour leur faire dessiner des silhouettes de handball que vous avez derrière vous, tous ces projets artistiques que vous voyez derrière moi également. Et je pense qu'il est temps effectivement de leur rendre un hommage, donc Arthur Joas et Jérôme Taureau, qui sont deux artistes qui ont piloté ces projets. Vous pouvez vous lever, hein, vous pouvez vous montrer, vous avez absolument le droit de le faire. Merci pour le handball, c'est très très beau en tout cas. Et pour rejoindre ce qui vient d'être dit également, n'oubliez pas d'aller faire aussi souvent que possible, de laisser aussi souvent que possible sur le net le site femmesdedéfi.com qui est un très beau résumé de ce que la femme peut représenter dans le handball, à la fois éminemment sportive, et heureusement, et éminemment femme, mais ce qui n'est pas sans amener certaines difficultés. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant,
avec une petite introduction que peut-être Madame Brigitte Dédier, qui a été multiple championne du monde, médaillée olympique de judo, ne contredira pas, puisque on peut dire que ce colloque est la suite logique de ce qui se passe à un niveau national dans le sport, puisque la réflexion sur le sport et la femme, aussi bien dans la pratique que dans l'encadrement, que dans la formation, que dans l'éducation, est quelque chose qui se mène à un niveau national. Nous avions en 68 9% de femmes sportives, ce qui n'est pas grand-chose. Nous avions en 2007 48% de femmes sportives, mais seulement 2/3 des licenciés qui sont des hommes, alors que 34% sont des sportifs de haut niveau, et que nous ne trouvions en 2005 que 6 présidentes de fédérations françaises, et en décembre 2006, 30% de CTS femmes, 10% d'entraîneurs nationaux, et 4% de DTN femmes, dont Madame Brigitte Dédier, ce qui est une belle représentante ici. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous l'avez fait, vous ici, au niveau de la Fédération française de handball, et vous l'avez fait vraiment à un échelon national, puisque la réflexion dont nous allons parler aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, est vraiment descendue dans toutes les ligues, que chacun a amené sa pierre, que chacun a mené sa réflexion. Certains points, certaines ligues aujourd'hui vont présenter des réflexions qui, bien sûr, ont fait l'objet de discussions dans toutes les ligues. Il a été difficile, bien sûr, de composer le plateau, puisque vous participiez tous, et je pense que vous en êtes parfaitement conscients. Je vais demander tout de suite à Brigitte Barbus, Béatrice Barbus, que vous connaissez tous, qui est sociologue du sport, qui est ancienne... Comment ça, non? Si. Si. Bah, ici quand même, oui, enfin, on est quand même un petit peu dans la famille aussi, qui est également bien sûr ancienne handballeuse, qui a pris des fonctions de président, bref, qui a trusté un peu tout, qui n'a pas la langue dans sa poche, ce qu'on peut dire, ce qui n'est pas pour déplaire, mais si justement ça peut déplaire, en tout cas elle a des choses à dire sur la place du sport au féminin, de par ses activités. Oui, alors je vais commencer par dire, je ne m'adresse pas aux instances fédérales, je m'adresse vraiment à chacun d'entre vous, parce que je crois au changement par le haut, mais je crois surtout au changement par le bas. Et si je m'adresse à vous tous, personnellement, un par un, c'est parce que je vais vous demander aussi de ne pas être dans une posture de jugement, mais plutôt dans une posture de compréhension. Dans ma formation de sociologue, la première des choses qu'on nous apprend en tant que sociologue, c'est que lorsque l'on fait des entretiens, la personne qui nous parle a toujours raison. Parce qu'on ne peut jamais se mettre vraiment à sa place. Même si on a des qualités d'empathie, jamais, jamais, on ne peut se mettre à la place de quelqu'un. Donc je vous demanderai tout simplement de ne pas juger mes propos quand je parlerai de mon témoignage personnel. C'est ce que j'ai vécu. Si je le dis avec colère, provocation, caricature, c'est que je l'ai vécu ainsi. Je l'ai vécu de manière parfois très frustrante, très méprisante. Et donc, évidemment, je le ressors parfois en ne mâchant pas mes mots, effectivement, en étant très en colère. Mais je ne vous demande pas de me juger, je vous demande simplement d'essayer de comprendre ce que les femmes qui ont vécu, ce que j'ai vécu très certainement, de comprendre ce qu'elles ont vécu tout simplement. Donc soyons tous, s'il vous plaît, dans une posture de compréhension et absolument pas de jugement. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera vraiment à faire avancer les choses. Ceci étant dit, je vais donc effectivement rentrer dans le vif du sujet. Sur le plan, je vais livrer un exercice qui est assez difficile parce que je viens ici à la fois témoigner et en même temps on m'a présenté comme sociologue. Alors quand je parle en tant que sociologue, j'essaye justement d'évacuer tout ce qui me concerne personnellement, d'évacuer mon parcours personnel, etc. Donc là je vais essayer de mêler les deux et de ne pas vous faire un cours bien entendu de sociologie. De manière générale, la situation de la femme dans la société contemporaine et dans la société française, voire européenne, tout le monde la connaît, même si les choses ont évolué. On sait très bien que les femmes, en général, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles essayent d'exercer leurs fonctions, elles éprouvent des difficultés pour arriver aux plus hautes fonctions. Ce n'est pas une exclusivité du monde du sport. Dans l'entreprise, c'est pareil. Dans d'autres secteurs associatifs que le sport, c'est exactement pareil. Dans l'administration publique, c'est exactement pareil. J'appartiens à un milieu universitaire. J'ai la chance d'être à l'université Paris 12 où c'est une femme qui est présidente, et il y a sur 90 universités françaises, il y a moins de 10 femmes présidentes d'université, donc je connais aussi ce problème d'un point de vue professionnel. Donc tout secteur d'activité confondu, les femmes ont du mal à progresser. Ce n'est pas une nouveauté, on a l'habitude de... Maintenant, ça porte un nom, on sait, il y a ce qu'on appelle le fameux plafond de verre.
les femmes sont confrontées à un plafond de verre. Et par définition, un plafond de verre, c'est un plafond parce qu'il est en verre, qu'on ne voit pas, qui est invisible. Seules celles qui le vivent, le ressentent et le voient. Alors Béatrice, je vais t'arrêter quelques instants parce que nous avons quand même deux hôtes éminents qui nous viennent de la Fédération internationale de handball et de la Fédération européenne de handball. Donc je vais faire quelques traductions simultanées, évidemment pas de la totalité, et en des termes peut-être moins doctes, si on parle de sociologie. So of course, we are talking about the difficulties. First of all, Beatrice is explaining herself about the difficulties of realizing a project, a personal project, when you're a woman and you're in sport, and more generally when you want to achieve a goal in life. It can be in your job, it can be in sport, but it's very similar. And she's speaking, of course, as an ex-athlete, an ex-handball player, but she's also speaking about her university experience as a sociologue, even if she's not giving a course today, she's not giving a sociology class. Thank you. Donc ce plafond de verre qui n'est visible que par celles qui le vivent, à quoi est-il dû? Qu'est-ce qui effectivement, généralement, empêche les femmes d'aller vers des postes à responsabilité? Dans ce qui, le plafond de verre, c'est le résultat. Il y a des causes qui provoquent ce résultat. Un des premiers facteurs, c'est bien évidemment la disponibilité temporelle. Puisque les lieux de pouvoir, les moments de pouvoir, on parle souvent de lieux de pouvoir, mais il y a surtout des moments de pouvoir, des moments où des choses importantes se passent. Et généralement, ces moments-là se passent soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Et les femmes que nous sommes ont d'autres responsabilités que des responsabilités professionnelles, font que nous pensons à une chose, qu'à une seule chose, arriver à la fin de journée, ou en début de journée, c'est à la famille, à ce qu'il faut faire, à toute l'intendance. Et nous savons pertinemment que les femmes que nous sommes ont 2 vies à mener de front, je dirais même maintenant 3 vies à mener de front, une vie de femme, une vie de mère, et puis une vie de femme professionnelle. Donc la disponibilité temporelle n'est pas extensible et une femme a toujours des choix à faire et souvent elle les fait au détriment de sa vie professionnelle. Donc cette disponibilité temporelle est un facteur qui discrimine énormément le parcours des femmes et qui à un moment donné les bloque parce qu'elles ne sont pas là où il faudrait qu'elles soient pour entendre les choses les plus importantes, pour faire les choix, etc. Everyone knows that for a woman you have 3 different lives. You have your personal life, your family life and your professional life. It's very difficult to achieve a goal because most of the time a day is made for men as the big decisions are taken very early in the morning or very late in the evening at moments where usually a woman who has a personal life, a family life and children is not present. Une autre raison, c'est bien entendu, vous la connaissez toutes, elle tient dans les représentations et le statut de la femme dans notre société. La femme dans notre société n'a pas un statut dominant. On parle bien, et c'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue que tout le monde, c'est peut-être le sociologue le plus connu, Pierre Bourdieu, qui parlait de domination masculine. Donc, et qui est due en grande partie à nos représentations de la femme et de l'homme et des rôles respectifs que les uns et les autres doivent jouer dans notre société. Alors j'entends dire partout que les croyances, les représentations, les stéréotypes, les préjugés ont évolué, que maintenant, ça y est, on a compris que les femmes pouvaient faire autre chose que garder des enfants. Certes, sauf que lorsque l'on regarde les enquêtes statistiques, par exemple sur le partage des tâches au sein des couples ou au sein d'une famille, les choses n'ont toujours pas changé, ce sont toujours les femmes qui s'occupent du ménage, de la vaisselle, etc., et les hommes plutôt le bricolage, etc., etc. Donc dans les faits, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'il y a ce que l'on pense, il y a ce que l'on dit sur ce que l'on fait, et il y a ce que l'on fait. Et on constate, nous sociologues, qu'il y a toujours un très gros décalage entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Un très gros décalage entre ce que l'on pense et surtout ce que l'on dit sur ce que l'on fait. On pense souvent qu'on est quelqu'un de très ouvert, on n'est pas pour les hommes machistes, etc. Voilà. Mais dans les faits, on se rend compte bien souvent que ce n'est pas le cas. Moi j'ai la chance d'être dans un club, je suis présidente d'un club professionnel masculin, j'ai la chance d'être dans ce club où il y a une mixité sociale, culturelle, mais également de genre. Je crois que si Ivry a une présidente, je crois que ça n'aurait pas été possible dans un autre club. Je le dis, mais vraiment tranquillement, je connais bien le handball masculin, j'ai été dans d'autres clubs que l'US Ivry handball. Et si ce n'est pas par hasard si je suis présidente de l'US Ivry, il y a une parité totale
au conseil d'administration. Je vais même vous faire une confidence. La semaine dernière, j'avais un bureau directeur, il y avait un homme pour 7 femmes. Nous manquons d'hommes. Au niveau de nos salariés, il y a une parité. J'ai autant de femmes que d'hommes. Au niveau des pratiquants, nous sommes un club masculin, professionnel champion de France, mais il y a également une pratique féminine qui est maintenue, même si ce n'est pas une pratique de haut niveau, parce qu'on ne peut pas mener de front, bien évidemment, les deux. Donc, moi, je n'ai pas éprouvé de difficulté, vous voyez, particulière à devenir présidente de l'US Ivry Handball, parce que ce club est depuis longtemps très ouvert aux femmes. Ça ne veut pas dire que je n'en rencontre pas pour autant. C'est ce que justement je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que même dans ce club, j'ai envie de juste faire ça, même dans ce club où les gens, les hommes en particulier, sont très ouverts aux femmes, même ceux-là ont aussi des représentations très stéréotypées. Et je donnerai quelques exemples juste après. There is a very big difference between what you say about what you think of the integration of women. In France, everybody's speaking about the equality and that in the facts it's not exactly the same thing. But as a president of the club of Ivry, she didn't have that much problem to be a woman president of a masculine club. Because it's a very special, very sociological situation of Ivry, where you have a social mixity, you have very different persons, you have an equality between men and women at the council, the administration council, the licensed people, you have men and you have women. You have the masculine team who is at the high level, but you also have a feminine team, of course not at the same level, because it's difficult to hold the same situation, financially it's difficult. Donc je vous disais, pourtant je suis confrontée à ces problématiques de représentation et de stéréotypes. C'est Einstein qui disait il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. Je crois qu'il a effectivement Merci raison. beaucoup, là ça va être facile à traduire. C'est pas grave, on va le traduire autrement. It's difficult to disaggregate a préjugé but not an atome. Le stéréotype, ah oui, c'est à peu près ça. Alors je vais vous raconter 2 anecdotes par rapport à ça. Quand j'ai été élue présidente il y a moins d'1 an, presque 1 an dans 2 mois, le lendemain matin, je bois un café avec l'entraîneur Stéphane Moubrata. La première chose qu'il me dit, la première chose, c'est pas mes félicitations, etc., hein, c'est, tu sais bien, tu vas devoir en faire 2 fois plus qu'un homme. Voilà, le cadre était posé. Très bien. Premier exemple. Je lui ai répondu, bien sûr, j'ai pas attendu 42 ans pour savoir que j'étais une femme et qu'il fallait que j'en fasse 2 fois plus pour réussir dans la vie. Donc, c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème, c'est même un avantage, parce que du coup, parce que vous en faites 2 fois plus, vous développez donc forcément plus de compétences. Donc au bout d'un moment, ça finit bien évidemment par payer, si vous êtes pugnace, si vous êtes déterminé. Donc je ne l'ai jamais pris en tout cas comme un inconvénient, mais plutôt comme un avantage. Deuxième anecdote, mon directeur, je voulais faire passer cadre une de mes salariés, et mon directeur me dit « Non mais attends, Béa, elle vient de se marier là, tu sais qu'elle va avoir un enfant, si tu la passes cadre maintenant, elle va avoir... » Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait « Quel est le problème là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire passer comme message? Parce que c'est une femme qui va avoir des enfants, elle n'a pas le droit d'être cadre et d'avoir des responsabilités ?» Donc, bien évidemment, là encore une fois, il a fallu que je tape du poing sur la table pour dire « Eh ben, je suis désolé, mais je prends la décision, je suis présidente, donc elle sera cadre, elle passera responsable. Quoi qu'il arrive, bien sûr qu'elle est tombée enceinte quelques mois après. Où était le problème? Nous avons des dispositifs en France qui nous permettent de remplacer un salarié ou une salariée absente. Ça ne pose aucun souci. Encore une fois, faut-il encore en avoir la volonté? C'est pour ça que je vous disais en introduction que je préfère le changement par le bas que par le haut. Parce que c'est à chacun d'entre nous de faire évoluer nos propres représentations. Et je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Parce que souvent, et en sociologie on connaît très bien ce phénomène, il y a des phénomènes d'auto-freinage, y compris de la part des femmes. C'est souvent elles qui se mettent des barrières. Je vais continuer sur les représentations. Et je vais parler, excusez-moi, messieurs et mesdames de la Fédération française de handball, de cette fameuse affiche du Mondial 2007. Moi, je suis très en colère, je vous le dis très honnêtement. Je ne me reconnais absolument pas, moi, ancienne handballeuse, dans cette affiche-là. Le talon aiguille, c'est encore un stéréotype de la féminité française. Il faut qu'on se mette dans la tête, et les sociologues n'arrêtent pas de le dire, qu'il y a plusieurs féminités. La féminité, comme la masculinité, a le droit au pluriel.
Moi, je suis désolée, mais je suis plus proche de Diams la Boulette que je sais même pas vous dire qu'une personne qui représentait ce talon aiguille. La première question que je me suis posée ce matin en venant ici, c'est comment je vais m'habiller. Comment je vais m'habiller? Je m'habille en femme, je m'habille décontractée, je mets une robe, je mets pas une robe. Est-ce que les hommes se posent ces questions? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Tu te poses la question? Ah, merci. Sur la cravate, quel détail important. Nous hésitons enfin, il y a plus de choses sur lesquelles nous hésitons. Donc voilà, donc pour moi, vous voyez, c'est le genre de choses. Une jeune fille qui voit ça, une jeune fille qui voit cette affiche, forcément que ça provoque, ça peut engendrer des phénomènes de blocage. Moi, je ne serais jamais capable de mettre talon aiguille, donc c'est pas la peine que c'est pas fait pour moi. Eh bien si, c'est fait pour toi peut-être. Tu peux réussir, même si tu ne mets pas un talon aiguille. La preuve, regardez les femmes qui sont ici, j'ai observé, à part Odile de Marseille, il n'y en a aucune qui a des talons aiguilles. Beatrice is explaining the difficulties to be a woman and to assume that you are a woman without showing with the artifice, the usual artifice that you are a woman. She gave two different stories. She said that the second day when she was president of the US IBRI, a friend of hers told her, oh, congratulations, but you know, you will have to work twice as hard as a man now that you're president. She said she was not surprised because she, as a woman at 40 and so years old, has always known that she had to do twice as hard work as she used to, as a man could do. And the second story was that she wanted to, one of her salary, she wanted to give her a job of manager. And she's been told, oh, you should be careful because that woman, she wants to have a baby. And she said, so what? She's going to have a baby. We are in France. We have a lot of possibilities to re-emplace someone when she's having a baby. So she's going to be a manager. And she finished showing the image of the World Championships, and she says that she is angry with that representation, with the high heel, the red high heel, because she says, I'm not recognizing myself in this high heel. And why should we show on this image that women can be handball players and also wear high heels? Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un gros travail encore à faire dans le changement de mentalité, et ça nous concerne tous et toutes. Et toutes. Posons-nous des questions quand nous réagissons, quand nous prenons des décisions. Faisons un travail d'introspection, on en parlait tout à l'heure à table. Moi, si je commence à sortir un peu de l'ombre, c'est parce qu'il m'a fallu 20 ans pour faire ce travail d'introspection. 20 ans. 20 ans pour me dire, pour me poser plein de questions sur ma propre attitude, sur mon propre comportement, pour m'accepter comme j'étais également et pour me dire, eh ben mince, avec ou sans talon aiguille, je vais avancer. Point à la ligne. Que ça plaise ou que ça déplaise. On avance mieux à plat. Et en plus, on avance mieux. Exactement. Parce que, non mais c'est vrai, c'est une question d'abord de fonctionnalité, on ne se rend pas compte. Mais moi je suis désolée, quand je passe mon temps à faire mes valises, à les défaire, etc., à partir d'un coin à l'autre, de courir dans le froid, etc. Moi je suis désolée, pour aller en Ligue des Champions, ben voilà, on a acheté des beaux costumes et tout pour être beau. Bien. Alors, c'est posé la question des femmes qui accompagnaient l'équipe. Bon. Alors les joueurs, oh, vous allez mettre des jupes, attendez, vous rigolez ou quoi? Quand je vais aller à Tchekhov, il va faire moins 10 degrés, vous croyez que je vais me balader en jupe? Non, je prends un pantalon long, féminin, bien sûr, un pantalon long, et je me déplacerai en pantalon long, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est ainsi. C'est aussi une question de confort. Il faut à un moment donné aussi que les hommes et les femmes que vous êtes se disent ça, c'est aussi une question de confort. Et moi, je suis désolée, mais je suis plus efficace quand je suis en pantalon qu'en jupe. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, et j'ai pas besoin de me justifier, quoi qu'il arrive, de toute façon. Une fois que vous l'avez intériorisé, une fois que vous ne vous culpabilisez pas, comment vous êtes habillé, comment vous bougez, etc., les choses paraissent beaucoup plus simples. Mais ça nécessite un travail personnel très important. Je vais continuer sur... alors maintenant, je vais peut-être sur le sport. Parce que là, je vous parlais de la société en général. Alors, être une femme dans le sport et avoir des responsabilités dans le sport, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis obligée de mettre un peu en perspective les choses d'un point de vue historique, là, maintenant. Le sport, je suis désolée, mais mon premier mémoire, ça a été sur le sport et les femmes, justement. Donc j'ai été obligée de faire appel à des travaux que j'avais faits il y a une quinzaine d'années. Et en relisant, bah, ça se résume à d'une formule et d'une phrase. Le sport a été fait par les hommes et pour les hommes.
Est-ce que quelqu'un dans cette salle, je vais faire un test grandeur nature, est-ce que quelqu'un dans cette salle sait grâce à qui nous avons le droit de participer aux Jeux Olympiques? Does anybody in this place knows which is the person for which the women has the right to participate to the Olympic Games? Absolument, une personne. C'est la première fois. One person. Nous sommes dans un environnement sportif. Hein. J'allais dire heureusement qu'il y en a au moins une. Voilà. Mais il n'y a pas dans le dictionnaire. Pierre de Coubertin, en Pierre de Coubertin, j'ai pris juste une formule de Pierre de Coubertin, il y en avait plein, j'avais des feuilles remplies de formules de Pierre de Coubertin. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Les gîtes doivent être réservés aux hommes, celles des femmes, de être avant tout, comme dans les concours antiques, de couronner les vainqueurs. Je dis pas la suite, hein, et puis d'élever, bien les élever les enfants pour que ça devienne les hommes, etc., etc. Bref. Donc, vous voyez, le sport, on part de très très loin, parce qu'en effet, le sport a été construit par des hommes, et essentiellement pour des hommes. Donc, dans le milieu sportif, on part en effet de très très loin. Mon témoignage personnel, avant d'être présidente, ça fait pas seulement depuis un an que je suis à Ivry, ça fait 5 ans que j'accompagne l'équipe première d'Ivry, que je travaille avec le staff technique d'Ivry. Avant d'être présidente, je vous parlais tout à l'heure de plafond de verre, j'étais une femme, transparente, fantôme. On ne me voyait pas. Combien de fois en 4 ans je me suis fait sortir des VIP? Je ne vais pas sortir, je ne rentrais même pas. Pourtant j'avais le parka des hommes, hein, j'étais comme eux, hein, j'étais dans la file. Dans l'ancien club, j'étais dans la queue avec les garçons, et au moment où j'arrive, vous êtes qui vous? Non. Je suis avec le staff. Vous avez une carte? Ah, moi j'ai besoin d'une carte, ils n'en ont pas besoin, mais moi j'ai besoin d'une carte. Le nombre de fois où vous êtes en train de parler, j'avais été avec les entraîneurs, les joueurs, je suis dans le petit cercle, les gens arrivent, ils disent bonjour aux autres. Vous dites pas bonjour? Vous n'existez pas. Alors après, quand vous devenez présidente, là en revanche, tout le monde va vous serrer la main. Et alors tout le monde va vous serrer la main, et puis ils se présentent, les gens se présentent, je suis un tel. Je sais qui vous êtes. Ça fait 30 ans que je suis dans le handball. Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez fait. Mais vous ne savez pas, bien sûr, ce que j'ai fait, moi. Alors, pour en arriver là, quand même, parce qu'il faut arriver à l'essentiel. Beatrice is saying that when you're a woman, very often, especially in sport, you are like a window. Nobody sees you. They start to see you when you are president. She was with the US Ivry for years and years. Nobody was talking to her, even though she was wearing the same uniform as the men, as the manager of the team. She couldn't get into the VIP tribunes. She couldn't get anywhere. When she was speaking with people, everybody was congratulating each other or saying hello to each other, except to her. It's very difficult to impose yourself. But she was also saying 5 minutes earlier that she thinks that it's very important that everyone, men and women, works in their mind, try to think about the representation of being a woman. It's not only a question of men refusing a certain status to women in sport, it's also a question of women who have been conditioned. Alors c'est certainement un peu différent dans votre pays, madame, parce que la culture française est très... It's different, of course, in Sweden, because in France it's far away from Sweden concerning the rights of women. Bien sûr. Mais la France, vous savez, est une culture particulière. Nous avons moins de députés, moins de sénatrices qu'en Espagne ou au Portugal. Proportionnellement, etc. La culture française est aussi un frein important. Ce qui valorise la femme en France, c'est le capital esthétique. Voilà. En France, il faut être belle. C'est clair. Hier, je n'ai pas cessé d'entendre toute l'après-midi, c'est quand même plus agréable de voir jouer les Norvégiennes, quand même. Je dis ça d'un ton provocateur, mais franchement, au fond de moi-même, vous savez, il y a une grosse colère. Il y a une grosse colère, parce que moi, ce que je demande à une femme sportive, c'est d'abord d'être performante. C'est pas d'être belle, c'est d'être performante. D'ailleurs, on dit souvent que le vestiaire sert pour les hommes, et on le dit dans le rugby. On dit que le moment où l'homme se transforme en rugbyman, c'est le vestiaire. Voilà, c'est là que tout se passe. On rentre au vestiaire, on enlève nos affaires d'hommes, pour les rugbymen, et on met sa tenue de rugbyman, et voilà, il se passe des choses dans le vestiaire. Pour une femme, c'est la même chose. Elle se transforme de femme en sportive à partir du moment où elle rentre au vestiaire. Et quand elle sort, c'est plus tout à fait une femme, c'est d'abord une sportive.
Et effectivement, même si on en parlait tout à l'heure, même si le cas de l'athlétisme et du handball n'est pas le même, mais quand vous faites du handball, vous êtes obligé d'incorporer des gestes qui sont masculins, pour courir, pour lancer, pour accrocher, etc. Et moi, ça fait 20 ans que je passe mon temps à déconstruire ces gestes que l'on m'a appris dans ma pratique sportive pour redevenir un peu plus féminine. Parce que je sais que si je suis trop masculine, ça va être une barrière supplémentaire. Difficile de rentrer dans le vestiaire. Pour conclure, Béatrice, j'ai envie de vous demander votre clé à vous, en tout cas l'une des petites marches vers le long escalier qui va emmener... Il y a du travail, et il faut d'abord être compétente. Je pense que c'est la première des choses. Il faut avoir des compétences à faire valoir, d'une manière ou d'une autre. Acquérir des compétences, c'est de travailler. Donc il faut effectivement travailler. On n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour être compétente. Moi, j'ai été entraîneur, j'ai été joueuse, j'ai été dirigeante dans mes anciens clubs. Voilà, j'ai eu tout un parcours qui fait que j'ai pu exercer mes compétences, où j'ai pu les affiner, où j'ai eu beaucoup d'échecs. Il y a eu aussi beaucoup de réussites. Je crois qu'il faut aussi laisser le droit à l'erreur aux femmes, même si bien souvent on ne laisse pas le droit à l'erreur. Mais c'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre. Moi, sincèrement, toutes les questions de quotas, etc., je trouve ça humiliant pour les femmes. Moi, honnêtement, ça me ferait mal de penser que je suis devenue présidente parce qu'il fallait 10% ou 20%. Il y a toujours cette suspicion après. Ségolène Royal, c'est quand même le cas typique. Pendant toute la campagne, quelles que soient nos idées politiques, pendant toute la campagne, on l'a soupçonnée d'incompétence. Est-ce que l'on l'aurait fait d'un homme? Moi, on n'arrête pas de me poser la question depuis que je suis présidente. Pourquoi vous avez accepté? Est-ce qu'on pose cette question-là à un homme? Enfin, pourquoi est-ce que je l'ai accepté? J'ai envie, comme ça. Non. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que tout le monde, chacun et chacune aussi, mesdames, ayez de l'ambition, vous pouvez y arriver, mais il faut acquérir des compétences avant. Une fois que vous avez acquis vos compétences, une fois que vous êtes sûr de ces compétences, ne laissez tout ce qui est à côté, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, allez-y, foncez. Et puis messieurs et mesdames aussi, regardez-vous un peu au fond de vous, regardez au fond de vous, essayez de vous remettre en cause vos décisions, votre comportement. C'est pas ce qu'on pense qui est important, c'est ce que l'on fait qui est important. Alors moi, ce que je vous demande à tous et à toutes, parce que je sais que vous avez des postes à responsabilité dans les clubs, dans les ligues, arrêtez de parler, agissez et donnez la place aux femmes, non pas qu'elles méritent, si elles ne méritent pas, les mettez pas. C'est pas ça que je... Mais quand elles méritent, pensez à mettre une femme à la place. Peut-être vous auriez choisi un homme et la mettez une femme. Où est le problème? En plus, ce qu'on n'a pas abordé, c'est quand même que nous avons une manière, et ça aussi beaucoup d'enquêtes le démontrent, nous avons une manière particulière de manager. Moi, je m'en rends compte depuis un an. Qu'est-ce qu'on me dit à Ivry? Ça change. Même les joueurs vous le disent. Même les joueurs. Et moi, quand j'ai des joueurs le vendredi soir ou le mardi soir qui me disent « Béa, tu viens avec nous », je sens bien que je leur apporte quelque chose, je leur apporte une touche féminine dont ils ont besoin aussi pour être performants. Parce que le management, c'est pas seulement du management, il y a le rapport au pouvoir aussi, il y a tout ça. Hein. À l'autorité, c'est pas seulement un mode de management autoritaire. On peut manager aussi autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir faire preuve à un moment donné d'autorité et de fermeté. Merci Béatrice. Les uns et les autres, nous avons à gagner, à être effectivement, comme tu le disais Odile, complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui fait que nous serons riches d'expérience, en tout cas dans le handball. Merci pour cette longue introduction. On peut bien sûr la remercier. Je crois qu'il était important et imposant d'ailleurs, c'est un beau lapsus, de poser ce problème en termes sociologiques, en termes de représentation de la femme. Et la conclusion, à savoir rechercher vos compétences et vos habiletés, me permet de faire une transition toute trouvée. She achieved her presentation saying that of course you have to constantly ask yourself who you are, what you want to be, and of course give you the abilities to be that person. Work and work and work. Stop talking and just act, and then you won't have a problem to be a woman in sport or in anything else. Je vais maintenant appeler, non pas à la barre, mais en tout cas au pupitre, deux jeunes femmes qui proposent des choses, puisque dans le déroulé de cet après-midi ensemble, eh bien effectivement nous avons des intervenants qui nous posent des problèmes, qui nous présentent certains freins peut-être à l'intégration des femmes dans l'encadrement du handball au féminin et du sport en général, et puis il y a des propositions qui sont des propositions qui composent la fameuse charte qui sera remise à la fin de cet après-midi au président de la Fédération française d'athlétisme. Donc une proposition d'athlétisme, excusez-moi,
formations professionnelles, effectivement, mais de toute façon, athlétisme, handball ou judo, je crois que les problématiques sont exactement les mêmes. Donc une première proposition du colloque interrégional de Nantes et de Beauvais, qui sont évidemment des choses qui ont été reprises dans les autres ligues, on est bien d'accord, proposer des fonctions et des parcours mieux identifiés pour faciliter l'implication dans l'encadrement du handball. Et après cet intitulé fort long et fort nourri, eh bien j'appelle mesdemoiselles ou mesdames Héloïse Desrantes, chargée de développement de la Ligue des Pays de la Loire, accompagnée de Angéline Pluvaux pour la Ligue du Nord Pas-de-Calais. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est un honneur de passer après ce discours très intense en émotion. Donc, nous allons vous présenter la première proposition, donc, qui est proposer des fonctions, des parcours mieux identifiés pour faciliter l'implication dans l'encadrement du handball féminin. Donc, au niveau du colloque interrégional de la Ligue des Pays de la Loire, en concertation avec la Ligue Poitou-Charentes, nous avons mis en évidence 3 mises en application. Une première sur la transparence dans les structures, les plaisirs et les satisfactions que procurent les postes à responsabilité et la valorisation des actions. Donc en ce qui concerne la transparence dans les structures, donc il a paru important d'expliquer le rôle de chaque poste dans la structure, donc aussi bien fédérale, régionale que départementale. Donc de mettre en avant donc les tâches de chacun, présidente, trésorière, secrétaire, les membres du bureau, pour marquer justement cette notion de transparence, pour montrer que chacun a accès à ces types de responsabilités, que ce n'est pas réservé qu'au monde des hommes et que aussi les femmes peuvent maintenant s'investir, elles ont toujours pu, mais qu'elles peuvent s'investir de manière facile dans ces postes. Donc expliquer les missions, le fonctionnement de la structure, il est important aussi de mettre ça en évidence lors des réunions avec les parents et les joueuses, pour leur donner envie justement de rentrer au sein du club. Donc je vais laisser la place à Angéline qui va vous présenter un outil justement qui peut permettre de répondre à l'investissement des femmes dans les postes à responsabilité. The first proposition is about the function that you can have to identify better the possibility of being in handball management. Donc au colloque de Beauvais, donc avec la Ligue Picardie et Nord-Pas-de-Calais, donc comme proposition est ressortie la fabrication de fiches de poste, entre guillemets, différentes fonctions que la femme peut avoir au sein d'un club, au sein d'un comité ou de la ligue. Parce que aussi le constat a été que la femme a besoin de savoir vers où elle s'engage, puisqu'il y a peut-être des responsabilités ailleurs. Et donc dans ces fiches, mettra en avant les plus, les moins de différentes fonctions qu'elle peut prendre dans la structure. We have decided to give some posts to identify the posts in sports that she can have in the structure in the club, exactly as it is in normal life in the jobs. It's important to write down the abilities and what you need to be at such or such post.